Bonsoir tout le monde, on est jeudi, il est 20h01 pour être précis, et bienvenue sur le stream du permacodeur. Alors vous aurez noté que je n'ai pas ma désormais légendaire casquette avec moi, tout bêtement parce que il fait chaud sa mère. J'ai un tout petit sujet, comme d'habitude j'essaie de faire des sujets un peu plus courts là sur l'été. Un petit teasing avant, donc j'ai reçu ça tout à l'heure, donc c'est un petit peu ma joie personnelle. J'ai été accepté pour le Jug Summer Camp édition 2025. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir retourner à La Rochelle à la rentrée, on va dire ça. Et j'ai une affection particulière pour le Jug Summer Camp parce que justement c'était ma première vraie conf en public avec une conf que j'avais créée à l'époque, une toute petite conférence qui s'appelle les Métallois, qui était en format quickie. Et c'était la première fois qu'elle voyait du public en dehors de Whiskel. Super équipe, super retour, super ambiance, c'était vraiment top. Donc voilà, et le fait d'y retourner cette année, ça me fait très plaisir. Petit pincement au cœur. Il y aura toujours ça entre le Jug Summer Camp et moi, vraiment ce coup-là. Donc si jamais vous voulez venir, écoutez, c'est le vendredi 5 septembre 2025. La 16e édition, c'est en plein cœur de La Rochelle, à l'espace Encan, voilà. Je me rappelle du nom. Donc super cool, pas très loin de la gare, avec les bassins et tout, un super endroit si vous voulez passer un week-end. Je me demande si je vais même pas passer le week-end là-bas, tellement c'est trop cool. Voilà, ça lance la rentrée sur de très bons auspices, puis on verra les autres confs auxquels on aurait pu accéder. Ah oui, mais j'ai pas dit pourquoi j'y allais. Alors je vais y donner ma conf sur HTMX que je vais donner donc la semaine prochaine au Brestcamp. Elle y sera aussi au Summer Camp. Voilà, Jug Summer Camp, vendredi 5 septembre. Venez nombreuses, ça fera super plaisir. Ok ? Ce soir, on va parler de ce petit article que j'ai vu passer. Alors, pour le coup, c'était la semaine dernière ou il y a 10 jours, je ne sais plus, qui m'a intrigué dans le sens où il m'a parlé. Il m'a parlé et c'est bien parce que pour le coup, on va pouvoir parler de ça ce soir. Il y a une grande confusion sur le terme de senior. Quand on parle au-delà de l'âge purement physique, c'est pas, ça va pas être le sujet, même si les années d'expérience, on peut pas avoir 35 ans d'expérience quand on a que 20 ans, bien évidemment. Mais non, là, je vais vraiment parler, tout comme l'article, de seniorité au sens de compétence, quoi. Pour le coup, il y a un gros syndrome de l'imposteur régulièrement. Alors dans notre métier d'une manière générale, mais plus on prend de la seniorité, plus j'ai l'impression qu'on a quand même un syndrome de l'imposteur. À part 2-3 gens qui aiment beaucoup respirer leur prout et qui pensent qu'ils sont des dieux sur Terre, mais la très grande majorité des seniors ingénieurs, seniors développeurs, ce que vous voulez que j'ai pu croiser, on recherche régulièrement des trucs totalement élémentaires et l'article rentre là-dedans et moi je suis assez d'accord avec ça. Cette espèce de mythe, de fantasme, ce que vous voulez du développeur qui saurait tout et que c'est en additionnant des connaissances qu'on devient un senior développeur, pas du tout. Un développeur, je pense que c'est quelqu'un qui oublie constamment des choses parce que il ou elle apprennent des choses d'un ordre supérieur, d'une manière générale, des patterns, des aspects un peu méta, etc. Et donc, à partir du moment où vous oubliez des choses régulièrement, oui, vous allez devoir les rechercher. Alors c'est encore plus vrai maintenant avec l'IA, et je vous renvoie donc à l'autre vidéo que j'avais faite sur l'atrophie des compétences, enfin l'IAtrophie des compétences, que des développeurs seniors Google des trucs absolument basiques, il y a aucun problème. Et j'aime beaucoup les exemples qu'ils donnent. On parle d'un Google, c'est un senior développeur DevOps, etc. Et il a dû googler comment on fait pour faire un describe instance, donc comment décrire les instances à partir de la CLI et AWS. Vraiment, ça pour le coup, j'ai aucun problème à le croire, parce que même moi, ça m'arrive régulièrement de me poser ce genre de questions, tout simplement parce que, et c'est là où on rentre dans l'aspect junior-senior, moi je fais de l'AWS, des fois je passe sur du GCP, des fois je fais de l'Azure, et des fois en fait j'ai pas de chance parce que je suis dans des projets de migration d'un cloud provider à un autre, ou alors d'un cloud provider un peu exotique à un autre, et puis maintenant avec tous les sujets de souveraineté numérique, etc., je me demande si on va pas commencer à sortir des différents cloud providers pour aller chez des OVH Cloud, chez des Clever Cloud, etc., des bleus, tous les trucs qui sont en train de sortir en termes de souveraineté. Donc, à chaque fois, se dire, mais comment ça marche ? Vraiment, moi, je bloque. Et puis, j'ai aucun problème, ça aussi, de plus en plus chez les seniors développeurs, j'ai aucun problème à faire une recherche Google pour aller chercher ça. Je veux dire, même si quelqu'un voit mon écran, et d'ailleurs, vous-même, je pense que vous me voyez ouvrir des onglets des fois et aller chercher des trucs des fois un peu bateau et puis de regarder 2-3 Stack Overflow, c'est pas grave. Un truc en particulier, c'est tout ce qui est... J'aime beaucoup cet exemple-là de Nginx, parce que Nginx, je m'en suis servi un nombre incalculable de fois, et pourtant, c'est son propre langage en termes de configuration. Toutes les directives qu'il y a à l'intérieur, il y a beaucoup d'automagie, en fait, dans Nginx,
Et le fait d'écrire quelque chose de telle ou telle manière, ça peut avoir des conséquences radicalement différentes. C'est aussi vrai pour des ingress dans des cluster cubes. Des ingress où on va mettre des annotations là aussi qui des fois sont des trucs qui vont piloter des Nginx ou des Traefik, etc. Et suivant que vous mettez anti-slash étoile ou pas, le truc il va exploser en race campagne ou pas. Oui, on va googler ce genre de choses. Il y a personne qui est un expert de la CLI AWS. Enfin, il y a très très peu de gens, je pense, qui font ça vraiment tout le temps. Et qui sont capables de vous sortir tous les flags pour regarder des instances EC2. Et si ces personnes-là sont capables de faire ça, ils vont probablement pas être capables de, de donner les flags d'options pour des step functions, par exemple. Voilà. Et puis, vu le nombre de services chez AWS, je pense que vous allez peut-être en maîtriser 2, 3, et puis après le reste, ça va être Google, quoi. Enfin, les moteurs de recherche. Google Port Forwarding Syntax, bon, après ça c'est moins un souci. Et ça, c'est vrai que c'est un autre sujet. Le fait d'utiliser des outils qui justement vous évite d'avoir à chercher ça. Typiquement pour tout ce qui est Kubernetes, moi j'utilise K9. Alors si vous connaissez pas, et K9 c'est vachement cool. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais je m'en fous, je refais de la pub. Là, c'est un truc tout bête avec une super TOI qui permet d'aller faire tout un tas de choses sur un cluster Kubernetes, d'aller regarder les différentes ressources, etc. Donc oui, là-dessus effectivement, port forwarding, c'est juste faire F. Forcément, c'est moins relou à chercher, donc là moins à chercher. Mais bon, des fois, il y a 2-3 trucs dans des events, dans des messages, sur des persistent volumes, des messages un peu abscons ou des trucs qu'on n'a pas vus depuis longtemps, on va googler ça. En Terraform, j'en parle même pas parce que c'est la même chose qu'Nginx, Terraform. C'est-à-dire que comme on est sur, en l'occurrence du HCL, donc limite un langage un peu propriétaire, un peu à part avec ces idiosyncrasies, c'est toujours une sauce de savoir comment ça va se causer en Terraform, et puis ça témoigne pas forcément d'un onboarding très heureux, je pense, ou d'une découvrabilité des choses. Je vais aller un peu plus loin avant de continuer. Là, par exemple, je suis sur un projet, donc je peux parler publiquement pour le coup, parce que celui-là, c'est un build-in public. On rentrera un autre jour sur le sujet, mais c'est un sujet de plateforme de déploiement, un peu de plateforme engineering dans un ministère. Et donc, j'arrive dessus, c'est du Vue 3, ok, avec du Cypress pour les tests, ok, avec du Fastify, je crois, en back, enfin voilà. Un certain nombre de briques comme ça. Séparément, je les connais, ces briques. Je connais Vue 3, je suis pas un expert, mais je connais Vue 3, j'ai fait du Vue 2, etc. Cypress, je connais Playwright, j'en connais d'autres, effectivement. Qu'est-ce que j'ai cité? Oui, Fastify, Express, vous avez vu, je les enchaîne un petit peu aussi côté Rust, il y a du monde. Mais j'arrive dans un projet avec une certaine maturité, donc avec des câbles qui pendent, des trucs qui ont été plus ou moins bien codés, plus ou moins rapidement, des trucs qui ont été plus ou moins anticipés, d'autres pas. À un moment donné, je me dis, attends, oui, est-ce que là on est en Composition API de Vue 3 ou alors est-ce qu'on est encore en Option? Ah oui, ça c'est un ancien truc, ça c'est branché sur le design system français, qui est très bien fait d'ailleurs. Le DSFR, est-ce que, voilà, je cherche, voilà, à un moment donné, je me dis, attends, oui, mais comment on fait ça en Cypress? Parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai plutôt fait du Playwright, ou réciproquement. Et c'est normal. On a un cerveau qui fait une certaine taille, on utilise un certain nombre de capacités mentales pour retenir tout un tas de choses dans notre vie courante, le fait de savoir respirer, de savoir cuisiner, de savoir battre Malenia et Elden Ring, enfin voilà, blague mise à part, c'est normal. C'est normal. Il y a quelques cas particuliers qui vont être capables de tout retenir, mais c'est des cas cliniques, c'est des exceptions. La règle, c'est qu'on oublie. Pourquoi? Parce qu'on apprend d'autres choses. Et là, je suis totalement d'accord. Tout ce qu'un senior développeur apprend, c'est des choses qui ne sont pas du code. Voilà, je vais faire un lien, bien sûr que je vais faire un lien avec le sujet qui est en 2 lettres en ce moment, bien évidemment. Mais avant de discuter de ça, oui, c'est quoi un développeur senior? C'est quoi un ingénieur senior? Enfin, c'est quoi un senior en termes de seniorité? C'est quelqu'un qui comprend comment les systèmes fonctionnent. Voilà, c'est-à-dire qui comprend que un front va devoir communiquer avec un back. Voilà, très souvent en JSON, pas forcément, mais très souvent en JSON. Donc ça nécessite de sérialiser des choses à un moment donné. Donc ça nécessite de se poser des questions en termes de système typal, de parsing, etc. Il va y avoir ça à un moment donné, c'est une certitude. Donc comment on va faire? Il y a du front avec des actions qui sont, on n'est pas sur un CMS qui présente des infos, on va faire des actions qui vont avoir des conséquences dans le monde. Moi, par exemple, on parle de déployer des applications sur notre cluster. Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir gérer de la sécurité. Donc, moi, j'ai fait de l'IAM avec Keycloak, j'ai fait un petit peu d'IAM avec de l'AWS, j'ai fait de l'IAM avec d'autres trucs, et d'autres trucs que j'ai oubliés. Mais j'ai fait de l'IAM, donc je comprends les principes de l'IAM, je comprends les principes des airback, des ABAC, et ce genre de choses, de comment ça se place. Et puis, quand je vois un système, j'arrive à me dire, attends, on est censé, dans mon modèle mental de comment les choses, les best practices, etc. fonctionnent,
Et donc ces fameux patterns et anti-patterns, comment les choses elles fonctionnent. À un moment donné, je me dis, mais attends, mais là il manque un tuyau, là il manque un truc qui me permet de pas voir. Un exemple très concret, sur le projet sur lequel je suis arrivé, j'ai posé la question à un moment donné, ok, on a des tests end-to-end, est-ce qu'on a documenté quelque part quelles sont les capacités, quelles sont les use cases de l'application et comment on fait le matching derrière. Donc ça, par exemple, c'est un anti-pattern, le fait de me dire, on a fait des tests C2I, mais est-ce qu'ils couvrent vraiment le cas de test qu'on s'est engagé, donc les fonctionnalités qu'on s'est engagé à supporter? En vrai, aucune idée. Et donc, ça, c'est un anti-pattern, un truc que je relève, en tout cas, qui me gratte. Et c'est ça, je pense, un vrai senior. C'est quelqu'un qui, de plus en plus, il y a des choses qui instinctivement vont gratter, au-delà des langages, et puis chaque langage, là aussi, a ses idiosyncrasies. Moi, je fais, entre autres, du TypeScript. J'en fais pas trop en stream parce que j'en fais suffisamment, on va dire, dans mon métier de tous les jours pour ne pas avoir envie d'en faire quand je rentre à la maison, ou du moins quand je sors et que je me mets sur les trucs perso. Donc, je fais du Rust. Mais c'est pas ça la question. Quand je fais du TypeScript, il y a tout un tas de choses qui vont facilement me gratter, notamment le fait de d'aller faire un go-to-definition sur un type, d'aller voir comment il est gaulé, etc. Quand je vois des fois avec des types générés ou avec des trucs qui ont été monkey patch, avec des TS ignore qui se baladent à gauche à droite, oui, forcément ça gratte. C'est le genre de truc où direct quelqu'un comme moi qui a l'habitude de manipuler ces trucs-là, forcément au bout d'un moment le langage des spécificités de TypeScript que j'ai oublié, forcément. Moi, j'ai commencé TypeScript largement avant que les histoires de pick, omit, etc. arrivent. Et des fois, oui, je me fais, ou les types conditionnels, et des fois, je me fais un petit peu des nœuds au cerveau parce que c'est des trucs qui sont arrivés après, ok, je les ai appris, je les ai peut-être moins manipulés que le TypeScript de base, et c'est pas grave. Parce que tout ça, à un moment donné, les systèmes typos, si abstraction au-dessus, c'est là que c'est intéressant. De la même manière, problem solving approaches, et ça, c'est très intéressant, notamment dans le contexte IA actuel, c'est que, oui, moi, je suis pragmatique. C'est-à-dire que quand j'ai un problème, ce qui m'intéresse, c'est mon contexte spécifique. C'est pas une définition théorique qui pourrait exister. Une définition théorique. Alors, par exemple, je prends un exemple. Je reparlais de Vue.js. Tiens, comme ça, on va parler de Vue ce soir. Le fait que Vue ait changé un petit peu d'API, etc., et qu'il y ait des câbles un petit peu qui pendent, oui, à un moment donné, je veux pas forcément basculer tout mon projet en composition API avec les best practices de Vue 3.4 directement comme ça. Non. Non, je peux pas. Ça fait la pull request, ça va être énorme, déjà d'une part. Et puis après, il y a toute une non-régression à faire parce que je vais avoir touché des trucs, donc peut-être que ça va péter. Et comme, j'ai pas de cas de test, ça va pas bien se passer parce que je ne sais pas si je vais péter des trucs. Et puis après, oui, les deux derniers sujets, c'est le fameux truc de être capable de chercher de l'information, savoir quand je regarde un Stack Overflow, est-ce que ça correspond à mon use case ou pas. Là aussi, en fait, c'est un truc, ça s'emboîte, non, ça s'emboîte pas. Ok, c'est pas le truc que je recherche. Peut-être que je peux garder un petit peu un contour comme ça, mais pas vraiment intéressant. Donc ouais, si je devais faire un truc, et ça fait partie d'une de mes confs, il y a ce que vous savez, il y a ce que vous savez que vous ne savez pas. Par exemple, vous arrivez sur, je parlais de TypeScript, tiens, on va reprendre ça. Je suis avec TypeScript, je sais qu'il y a des trucs que je sais que je ne sais pas. Je ne sais pas où on en est, en fait, par rapport aux différentes versions, avec telle ou telle fonctionnalité. Voilà, si on est en 5.8, qu'est-ce qu'il y a dedans par rapport à la 5.6 ? J'en ai aucune idée. Par contre, je sais que je ne le sais pas, ça. Et si j'ai besoin de le savoir, j'aurai aucun problème à aller retrouver l'information. Et il y a finalement ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Voilà, ça c'est tiré de ma conf sur les métallois, si jamais ça vous intéresse. Ça c'est vraiment chaud, parce que c'est ce qui attend de vous péter à la figure. Vous allez commencer à travailler sur un truc, il y a ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas, et boum, parce que vous ne le saviez pas. C'est une issue, c'est un comportement, c'est une interaction à l'intérieur du framework, c'est un bug, c'est un vecteur d'attaque, et vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas encore étudié. Quand on est junior, on est principalement là parce que on découvre, parce qu'on va faire des trucs, parce qu'on a suivi le tuto de base, le Rustbook, etc. Et il y a tout ce qu'on pense qu'on sait mais qu'on ne sait pas. Et donc ça peut être très très large. Et ensuite, au fur et à mesure, vous apprenez des choses, forcément. Vous accumulez de l'expérience, et ensuite, vous faites un move que je trouve très très intéressant, à savoir qu'au fur et à mesure, vous apprenez des choses, ok, vous les oubliez parce qu'elles passent dans la deuxième case. Et je pense que pour moi, c'est ça un senior, c'est qu'au fur et à mesure, cette partie-là, ok, elle existe, mais elle devient de moins en moins prégnante, elle s'en va au fur et à mesure, parce que oui, il y a tout ce que vous savez, il n'y a pas de problème, ça se solidifie. Ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas, ça aussi, ça se diminue, tout simplement parce que vous allez avoir de plus en plus de connaissances qui vont vous permettre de dire « Ok, je vois les moments où c'est un peu tricky, les moments où c'est pas tricky. » Et il vous reste quoi à la fin ? Il vous reste ce que vous savez que vous ne savez pas. Ça, c'est un senior. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Par contre, c'est intéressant de savoir tout ce que vous ne savez pas. Comme ça, vous pouvez aller, et c'est typiquement le point de l'article, vous pouvez aller le chercher. Vous savez où chercher de l'information,
vous allez pouvoir la récupérer. Et alors moi par défaut, je vais chercher sur DuckDuckGo, hein, je vais aller sur un truc Lifetime, Issue, voilà, un truc comme ça. Hein, je vais chercher un truc comme ça. Je vais avoir un certain nombre de trucs là-dessus. Des fois, je vais avoir aucun scrupule à switcher sur Google pour voir s'il y a d'autres suggestions qui peuvent s'appliquer. C'est bien de mettre en concurrence les différents moteurs de recherche. Je préfère DuckDuckGo de base pour un certain nombre de raisons, mais des fois Google s'en sort bien. Cela dit, Google s'en sort de moins en moins bien et DuckDuckGo non plus parce qu'il y a quand même une pollution de tous les résultats de recherche avec des content farms, ce genre de choses. Mais bon, c'est la vie. L'idée là aussi, hein, c'est un vrai bon senior va arriver à trier le grain de livret et va trouver les solutions qui ont de l'intérêt. Et j'aime beaucoup ça. Think of a senior developer brain not as a library but as a map. Ça, c'est cool, ça, effectivement. Et ça, c'est valable pour tout un tas de choses. Je veux dire, il y a tout un tas de films dont je me souviens, mais je me souviens bien évidemment pas de leur contenu. Par contre, je me souviens des thèmes qu'il y avait dedans et je me souviens relativement bien de l'avis que j'avais avec. Donc ça, c'est une carte. Et si jamais j'ai besoin de me refaire une idée, je regarde. Ça m'arrive assez régulièrement de regarder des films que j'ai déjà vus pour cette raison. J'aime beaucoup cet article parce que pour le coup, ça permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Et surtout ça, c'est le pire truc qui arrive aux juniors, ça d'ailleurs, qui sont toujours très contents de faire des trucs, surtout quand on leur dit, il faut faire ça. Le premier truc que va faire un senior, c'est, est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Et parce qu'on sort naturellement de notre périmètre. Et on sort de notre périmètre pour un truc tout bête. C'est que quand on était plus junior, on a fait ce qu'on nous a demandé, souvent de la pire des manières, et ça nous a explosé à la figure. Ça nous est revenu derrière. On a ajouté une fonctionnalité qu'il fallait pas ajouter. On est allé trop vite et on n'a pas géré la qualité et puis ça a créé des bugs derrière. On n'a pas géré l'accessibilité et puis il y a des gens qui sont venus taper sur la table, etc., etc. Pire, les sujets de sécurité. Donc est-ce qu'on devrait le faire? Ça, c'est un vrai sujet. Ça arrive assez régulièrement. Par contre, effectivement, le fear looking foolish, être à l'aise avec le fait de dire je ne sais pas. Ça, effectivement, je le croise régulièrement. Faut se détendre, hein. Je veux dire, encore une fois, je le répète, moi j'ai 25 ans d'expérience. Il m'arrive de googler des trucs tout bêtes ou alors tout simplement de dire ok je sais que je ne sais pas, voilà, sur ce coup-là il va falloir creuser et c'est pas grave, je vais pas me faire virer pour ça, je vais pas me faire dégager, on va pas me jeter des cailloux. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose dans notre métier quand même. J'avais lu ça à l'époque quand je suivais un peu les sujets de sciences cognitives, alors sachant que les sciences cognitives, c'est pas de la bro science, mais des fois ça touche avec faut prendre avec beaucoup de pincettes, quoi. Mais c'est vrai que moi j'aime bien effectivement cette notion de dire on ne stocke pas les informations telles quelles quand on devient senior, on les déporte en se disant oui, si je veux retrouver ça quelque part, j'aurai la solution complète quelque part. Et c'est vrai que oui, moi là par exemple, je suis sur un projet où je fais pas du tout d'Azure, donc tout ce qui concerne les Azure Blob Storage, qu'est-ce que j'ai pu faire, les Azure Functions, enfin voilà, toutes les interactions avec ce monde merveilleux qu'est celui de Microsoft Azure, j'ai archivé ça dans un coin. Si je me remets Azure DevOps un jour, ça reviendra relativement facilement, mais bon, voilà. Oui, forcément, on parle de junior et on parle de senior. À un moment donné, il y a comment on transmet. Et ça, j'aime beaucoup aussi, parce que c'est bien de pas seulement mettre en opposition les générations. Il y a aussi comment les jeunes générations peuvent apprendre des plus seniors, et aussi comment les seniors peuvent transmettre. Alors oui, effectivement, on n'est pas là pour être des super-héros qui prennent le clavier et puis qui disent « Non, toi t'es pourri, moi je vais te montrer », ce que j'ai connu, hein, bien évidemment. Ouais, des mecs qui arrivent et puis qui disent « Non, c'est bon le bleu bit, tu te restes sur le côté et puis je vais te montrer comment faire ». Ça, j'ai connu, hein, donc je vous laisse imaginer déjà le niveau de toxicité que j'ai connu dès le début de ma carrière. Je suis quelqu'un de très chanceux. La pédagogie, c'est un skill à part entière. Je pense qu'on met très longtemps et j'ai énormément de respect pour tous les gens qui sont dans les métiers de la pédagogie parce que faut du temps, faut de l'énergie et faut de l'énergie mentale aussi, quoi. Et ça, le fait effectivement de challenger, de montrer comment on challenge et de dire que c'est normal de challenger et de servir un peu de rôle d'exemple sur le fait de challenger, je pense que c'est important. Je pense que c'est même fondamental, quoi. Pas du tout d'accord avec le fait, par contre, de mettre architecte principal au-dessus de senior. Je pense qu'à un moment donné, ce terme-là, il faut faire extrêmement attention avec, parce que là aussi, il y a beaucoup de gens qui cherchent un badge. Et moi, je cherche pas spécialement de badge. Je suis senior juste parce que j'ai de l'expérience. Je suis pas senior juste parce que j'ai passé une certification, je suis senior. Les grades, etc., ça ne m'intéresse absolument pas. Alors ça, effectivement, je suis assez d'accord. Si on passe notre temps à googler, non, effectivement, ça va être un peu problématique. Faut pas réinventer la roue tout le temps et surtout d'assembler des Stack Overflow et tout. Non, je pense que c'est bien de prendre un peu de recul et de se dire, ok, il y a quand même des choses qu'on est censé avoir. Oui, mais après, c'est des choses qu'on retient relativement facilement. Je veux dire, vous utilisez un langage régulièrement. À un moment donné, il y a des choses qui rentrent, quoi, que ce soit TypeScript, Rust, Go, etc. Faites du Go, vous allez faire des if, R, différentes nils tout le temps. Ça, c'est
Ça fait partie de vos réflexes. Hein. J'aime beaucoup cet article parce que justement, l'idée c'est de dire c'est pas grave. Être senior, c'est un spectre. Google ou les moteurs de recherche en général ne sont pas vos ennemis. Je suis plutôt en phase avec ça. Et on va finir là-dessus. J'ai vu ce tweet passer, il date d'aujourd'hui, hein. Ouais, 19 juin. Ouais, c'est ça. Donc il date de ce matin. Donc a priori, selon une étude des chercheurs à MIT, donc toujours mettre beaucoup de pincettes par rapport à ça. Donc il y aurait un affaiblissement durable des capacités cognitives quand on a souvent usage d'un LLM. Et ça paraît assez logique en fait, puisque le sujet derrière c'est quoi? C'est que oui, à partir du moment où vous n'êtes pas constamment en train d'entraîner la partie senior de ce que vous êtes en train de faire, LLM ou pas LLM, vous allez régresser. Et là effectivement on peut se dire que dans le monde de LLM, faire des recherches sur des moteurs de recherche, ça serait un échec. Parce que le LLM n'aurait pas à enseigner. Mais pareil, hein, de la même manière que les moteurs de recherche sont un outil, l'IA est un outil. Si vous n'êtes pas en train de vous concentrer sur les problèmes à résoudre, d'apprendre ce que vous êtes en train de faire en dessous, de voir comment les briques elles fonctionnent, de vous poser la question, et ça c'est en particulier vrai avec les IA qui vont être toujours contentes de vous donner une solution. Les IA c'est des juniors de ce point de vue-là. Vous lui dites voilà j'ai ce problème, voilà comment on corrige. Ouais, mais est-ce qu'il fallait vraiment le corriger en fait? Est-ce qu'il fallait vraiment traiter cette fonctionnalité? Ça c'est pas simple. Et ça c'est clairement un skill de développeur senior, etc. Bon après il y a peut-être des choses qui peuvent être absorbées par les LLM, mais encore une fois, je suis plutôt sur le fait de dire que c'est une asymptote plutôt que de dire que c'est une exponentielle. Donc soyons très très prudents avec l'implication, l'énergie qu'on délègue à non pas au moteur de recherche mais au LLM. Parce que sinon on risque de dire ça trop souvent. Et a priori, ça serait assez engagé, quoi. Donc voilà. Très très bon article, parce qu'il m'a suscité pas mal de réflexions. Et n'hésitez pas, si vous êtes vous aussi plutôt junior, plutôt senior, ou plutôt entre les deux, les fameux médiors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Faites vos retours par rapport à ça. Est-ce que l'IA vous fait changer votre centre de gravité par rapport à cette perception? Je suis assez curieux, en vrai. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire sur la seniorité. Voilà.